C'est bon. Ah, ça va mieux. Bon, là, c'est bon. excusez-moi. Donc, on va pouvoir s'y mettre. OK, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'innovation? Donc, on parle beaucoup d'innovation. La validation des marchés, des utilisateurs, on a parlé pas mal pendant toute la journée. C'est encore mieux. Donc, est-ce que tu peux me dire un projet, que ce soit un projet inter-entreprise, des spin-offs, des projets de start-up, il faut toujours valider son idée. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expérience que tu as avec les entreprises quand le projet part de zéro ou autre projet qui part de plus loin? Absolument. En fait, la première étape, premier grand constat qui est imagé derrière moi, c'est de ne pas se faire d'illusions. Aussi préparé que vous puissiez être, le chemin vers l'aboutissement d'un projet technologique en croissance devrait connaître à peu près la ligne du bas. Même si c'est primordial de préparer un plan, je pense qu'on le sait de nos jours, surtout en technologie, vous allez réagir à l'environnement, il y a un paquet d'imprévus qui vont se passer, alors il faut savoir que le chemin ne sera pas une longue ligne droite. Je vous dirais la deuxième étape qui est mentionnée dans ta question. Je reprends un peu les termes de Maxime ce matin dans sa conférence. C'est de tomber en amour d'abord avec un problème et non avec une solution technologique. À l'étape de l'idéation, donc quand on commence à réfléchir à notre projet d'affaires, je pense que la grande qualité que l'entrepreneur doit avoir à ce moment-là, c'est de ce que j'appelle de l'extrême empathie. Et c'est un exercice qui est très difficile à faire pour beaucoup d'entrepreneurs parce que on pense que la solution qu'on développe, c'est la meilleure, elle répond à un besoin qu'on a, nous, mais ça ne fait pas de ça un projet qui va être commercialisable à l'international et qui va connaître un succès. Donc d'abord, c'est vraiment de se questionner, est-ce que ce que je développe répond à un réel besoin? Puis j'aime donner un exemple. Vous savez, dans le cadre de mon travail, je vous disais, j'adore mon travail, je rencontre des entrepreneurs de toutes sortes. Je fais à peu près 150 rencontres d'entreprises par année. Et il y a une rencontre que je vais toujours me souvenir. J'aime l'utiliser, pas pour rigoler, mais plus pour vous démontrer des fois l'importance que ça peut avoir de réfléchir d'abord à une problématique. J'ai un entrepreneur un jour qui se présente au local à la BDC, il dit « Bonjour, on se présente », etc. Il est super enthousiaste. Fait que là, je dis, parle-moi de ton projet. Il dit, écoute, mon projet là, se résume en 3 grandes questions. Parfait. Première grande question, est-ce que tu utilises Facebook? Je dis, ben oui, j'utilise Facebook. C'est un réseau social que j'aime mieux utiliser. Super. Il coche. Utilises-tu Kijiji pour des achats de choses âgées? Ah oui, des fois, j'utilise Kijiji. Bon, ça m'est arrivé, afficher des choses, vendre. Ah, parfait, il coche. As-tu déjà utilisé, troisième question, as-tu déjà utilisé un site pour faire soumissionner des assureurs là, pour magasiner une assurance avant de choisir quel contrat d'assurance tu vas prendre, comme ClickAssure ou whatever? Oui, j'ai déjà utilisé ça, juste pour me faire une idée des prix. Il dit, ben voici le projet que je te présente, qui est le projet X, qui va regrouper ces 3 idées-là en une seule plateforme qui va s'appeler projet ABC. J'ai un peu la réaction que vous avez, c'est-à-dire un silence malaisant. Je n'étais pas trop certain de savoir, mais je me dis, bon, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas encore vu. Puis finalement, non. Son projet, c'était qu'il trouvait que quand on utilisait Facebook, tout ce qui est pour échanger des biens ou des services contre de l'argent, c'était pas très user-friendly. On peut faire des partages, des échanges Facebook, mais c'est ça que ça soit structuré. Fait que d'où l'aspect Kijiji. Il trouvait que Kijiji était un peu impersonnel, que c'était triste parce que, bon, on faisait un processus d'achat un peu froid puis qu'on ne pouvait pas interagir avec les gens de façon sociale. Et finalement, que quand on était sur Kijiji, ce qui était tannant, c'est qu'une fois qu'on achetait une auto, par exemple, un bien qui est assurable, on n'avait pas l'option de se faire assurer live. Donc, tout ça faisait en sorte que j'avais devant moi un entrepreneur passionné avec un plan d'affaires de près 120 pages qui avait fait faire d'ailleurs par une firme externe. Il était déjà engagé dans des frais. Il avait payé une firme TI pour développer une première interface de ce à quoi aurait l'air l'application. Je vous dis, c'était vraiment une catastrophe. Donc, je boucle la boucle. C'est un long exemple, mais pour dire que à la base, cette personne-là n'était pas tombée en amour avec une problématique. Elle s'était dit, ça devrait être cool, moi, ça répondrait à des besoins. Il y a assurément un potentiel, puis il est allé voir une firme de conseil, je ne sais plus laquelle, qui avait développé un super plan d'affaires en disant, ben oui, ton idée est super bonne. Mais je vous dirais, c'est le grand enjeu. Tomber d'abord en amour avec une problématique, la technologie qui viendra appuyer la solution de ce problème-là viendra en deuxième temps. Tu mentionnais une dernière chose dans ta question. Pour moi, une start-up, c'est pas juste 2 jeunes de 20 ans en Californie dans le sous-sol de leurs parents qui sortent du bac en génie informatique puis qui développent un logiciel. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi, pour moi, une start-up, une entreprise qui va passer par le processus d'une start-up, c'est aussi une entreprise de services ou de produits assez mature qui décide de spin-offer quelque chose.
même si elle a une expertise, une expérience avec des dirigeants qui ont beaucoup d'expérience, elle va quand même devoir passer par un processus de trouver une problématique, de faire du développement de produits, de trouver un MVP, de trouver une niche, de commercialiser, puis de devoir scaler son entreprise après. Donc, pour moi, la start-up n'est pas que une histoire d'âge ou de génération, c'est une histoire de cycle de vie et il faut toujours être à l'affût de trouver la bonne problématique à résoudre. Puis là, tes deux gars dans leur sous-sol ont un produit. Ouais. Puis là, ils ont un plan de match. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour aller chercher justement du financement? Ouais. Quelles sont les étapes? Et j'ai entendu parler de la Debt Valley aussi. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ça? Oui. Peux-tu passer au support suivant? Bon, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais justement, c'était en appui à ce que je vous disais plus tôt. C'est pas parce que ça se fait que ça correspond à un besoin. Donc, le iArm, pour moi, est une belle démonstration qui a l'air d'avoir plein d'utilités. Son potentiel de commercialisation est un petit peu nébuleux, là, selon moi. Alors, voilà, tu peux passer à l'autre. OK. Petit graphique bien simple que j'aime présenter, je vous dirais, surtout à des jeunes entrepreneurs, mais des entrepreneurs, comme je vous disais, toute personne qui se présente à moi puis qui démarre un nouveau projet technologique, je présente toujours cette courbe-là. Okay? En gros, là, les gens sont super excités quand je commence à parler du développement, de la commercialisation, de la croissance, mais je ne veux pas me répéter, là, mais la plus grosse partie, c'est vraiment sur l'idéation. Donc, avant de commencer à dépenser de l'argent, assurez-vous que vous avez une problématique concrète, qu'il y a un marché, qu'il y a une niche, que votre plan de match est fait. Oui, il va être appelé à changer, là, mais partie très importante au début. Ensuite, que vous développiez un projet dans votre entreprise, que vous allez faire un spin-off après ou vous particiez from scratch à quelque chose, vous allez burner de l'argent jusqu'à descendre dans la Debt Valley, ou la dette DETTE Valley, pour être aussi un bon terme. Donc, jusqu'à un stade où est-ce que la courbe commence à remonter. Quand la courbe commence à remonter, c'est que vous commencez à faire des ventes. Vous n'êtes pas encore au point de rentabilité, mais vous commencez à faire des ventes. Donc, on commercialise. On a trouvé un petit MVP, on commence à trouver notre marché niche, etc. Et on va se rendre jusqu'à la commercialisation. Donc, c'est 4 grandes étapes. L'idéation, le développement, la commercialisation et la croissance, si on veut faire aboutir un projet à terme que vous allez connaître. Prochain diapo. Continuez sur mon idée. Et j'aime décortiquer, je vous dirais, les sources de financement en 6 grandes catégories. Donc, 3 grandes lignes qui sont le don, le financement et l'investissement. Encore une fois, je vous reviens, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs de tous les profils à chaque année, puis je suis souvent obligé de réutiliser ce petit outil-là parce que les gens, à différentes étapes, ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher comme levier financier ou à quoi ils ont accès. Le don, pour moi, c'est un échange d'argent contre rien. Je te donne du cash, je ne m'attends à rien en retour. Donc, souvent, on parle de love money. Donc, papa, maman, parrain, marraine, hey, j'aime ton projet, je te donne 10 000 $, bonne chance, continue, ça va bien. L'autofinancement, donc c'est tout ce qui est ce que vous-même, vous allez mettre comme argent dans le projet. Puis tout ce que le gouvernement fait comme programme de support ou comme remboursement de dépenses, ce que j'appelle les subventions. Donc là, on donne de l'argent. Okay? Deuxième grande catégorie, c'est le financement. À la BDC, entre autres, on en fait, puis il y a d'autres organismes qui en font. Financement privé, une banque va chercher à faire un rendement sur l'argent qu'elle va vous prêter, puis ce qu'elle va regarder, c'est quoi le niveau de risque que je prends à prêter à cette entreprise-là. Donc, une entreprise qui est au stade du plan d'affaires puis qui vient voir BDC en espérant avoir une dette, elle n'est pas au bon moment, parce que là, on a un niveau de risque qui est dans le piton, puis la capacité à rembourser une dette est à 0. Okay? Par contre, il y a des programmes publics comme le Développement économique Canada, certaines municipalités, bon, les CLD vont faire des dettes à tout stade de vie de l'entreprise sans nécessairement que cette démonstration-là ait été faite. Et ensuite, on a l'investissement. L'investissement, c'est un échange d'argent. Je donne de l'argent à une entité et j'espère avoir un retour sur investissement par après. Donc, c'est une prise de risque. C'est de croire que l'investissement qu'on va faire, je mets une pièce à quelque part, il va m'en rapporter 8 après X temps. Donc, ça, je dirais c'est les 3 grands axes de financement, public ou privé. Donc, tu sais, une entreprise, traditionnellement, sans rentrer, il y a 800 scénarios possibles. Mais en gros, je vous dirais, gardez en tête que tant que vous êtes au mode de l'idéation, de réfléchir à votre projet d'affaires, on dépense le moins possible. Quand on commence à dépenser, on dépense de l'argent qu'on a le moyen de dépenser, donc soit dans la colonne don ou dans la colonne investissement. Puis après ça, au niveau de la commercialisation, de la croissance, c'est juste une question d'équilibre après, parce qu'on veut que l'investissement ou le financement ne soit pas un frein, mais un levier vers la croissance. Justement, pour faire ton levier vers ta croissance, moi, il y a quelques personnes où j'entends souvent cette personne a le profil vraiment idéal pour faire croître mon entreprise, mais je ne lui donnerai jamais aucune action. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux recommander justement aux entrepreneurs que tu rencontres
Est-ce que l'actionnariat, en fait, le laisser de l'actionnariat à une future recrue justement qui peut faire ta croissance, c'est une bonne affaire? Quels sont les risques? Puis, Tu peux passer à la prochaine. effectivement. Yes. Deux choses dans ta question. D'abord, la complémentarité des actionnaires. Okay? J'aime toujours cette petite diapo-là effonnée, puis bon, elle représente un peu le trio idéal d'une start-up techno. Mais en gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans une équipe, ça prend une complémentarité. Ça prend pas... mettons qu'on a 3 individus pour partir une entreprise technologique, ben idéalement, c'est pas 3 informaticiens. Au même titre que si je me pars un bureau d'architecte, je ne veux pas avoir nécessairement 3 architectes dans le bureau. Oui, je vais avoir des associés architectes, mais je vais avoir besoin d'un paquet d'autres compétences dans l'entreprise. 3 grandes compétences en général dans une entreprise tech, je vous dirais, c'est la techno. Puis ça peut vous paraître drôle, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour des projets techno avec 3 associés, puis il n'y en a aucun qui est techno là-dedans. Par contre, la proposition de valeur qu'ils vont proposer à leurs futurs clients, c'est 100% de technologie. Mais ils vont tout sous-traiter, ils vont tout impartir à une firme plutôt que d'avoir un minimum de compétences ou de connaissances là-dedans. Donc, je vous dirais technologie, ce qu'on peut représenter par le hacker. Je vous dirais connaissance du domaine d'affaires, OK? Ou, ce qui, pour moi, dans une entreprise qui démarre, va être le vendeur. Donc, souvent, la personne qui connaît le domaine d'affaires va être la meilleure personne pour aller closer les clients parce qu'elle provient du milieu où sont ses clients. Donc, lui, je vais l'appeler le hustler. On l'appelle aussi le défonceur de porte, la personne qui part avec sa valise et qui va vendre. Puis le troisième, le hipster, ben, c'est la personne plus plate un peu, mais qui est plus aspect gestion d'entreprise. Donc, finance, comptabilité. Donc, s'assurer que l'entreprise est dans un cadre structuré, puis qu'on laisse le hustler puis la personne plus artiste réfléchir au projet. On laisse le techno développer sa techno, mais on encadre le tout dans quelque chose qui est cohérent. Donc, complémentarité des actionnaires, je vous dirais, on n'est pas obligé d'avoir ça au stade où est-ce qu'on réfléchit au projet d'affaires. Mais à partir du moment où on commence à dépenser de l'argent pour un produit, ben c'est bien d'avoir ces complémentarités-là parce que chaque personne là-dedans, si on dit qu'ils sont 33, 33, 33, ben chacun a quelque chose à gagner ou à perdre là-dedans. Alors que quand on sous-traite la technologie 100% à l'externe, la firme peut être très bien intentionnée chez qui on va sous-traiter, mais sa tentation de dire oui à tout puis de vous facturer ce qu'elle va faire comme travail pour vous est très forte. Alors, on encourage quand même d'avoir un minimum de complémentarité dans les grandes compétences importantes. Puis sinon, le deuxième volet de ta question, c'est plus le timing. Okay? Donc, quand est-ce que je rentre quelqu'un ou pas dans l'actionnariat? Bien, je vous dirais, je l'ai mentionné un peu dans le premier plan, mais c'est quand la recherche de cette compétence-là devient clé dans le développement ou la commercialisation de votre projet. Donc, dès que vous commencez à dépenser pour quelque chose, vous aimeriez, je pense, avoir le input venant de quelqu'un qui fait partie de cette aventure-là. Donc, tu sais, aller chercher des conseils à l'externe auprès de proches, auprès de gens qui croient au projet, etc., proches de vous, au début, c'est bon. Mais à un certain moment, quand ces compétences-là ou ces conseils-là deviennent critiques dans la croissance commercialisation de votre projet, je pense personnellement que c'est important d'avoir cette expertise-là au sein de l'entreprise. Troisième petit aspect, tu parles de la perle rare. Puis souvent, j'ai des gens là, qui me disent, je leur dis, qu'est-ce qui ferait passer ton entreprise au prochain niveau? Puis, il faut que j'engage tel profil d'employé, puis j'en connais un, je vais l'engager, je vais lui offrir un bon salaire, puis ça va être un game changer pour mon entreprise. Pour ça, je dis, OK, mais as-tu des intentions en approchant cette personne-là de rentrer dans l'actionnariat ou de faire des démarches pour lui ouvrir les portes d'entreprise? Ah non, moi, s'il y a bien une chose que je veux, c'est de garder le contrôle. Mais ce que je vous dirais, puis c'est une réalité qui est propre à Québec, puis dans beaucoup de marchés d'affaires aussi, c'est le plein d'emploi ici. Okay? Fait qu'il y aura toujours un employeur quelque part qui va, si vous êtes prêt à donner 10 000 $ de plus à un employé pour le faire venir chez vous parce qu'il est hot, ben il y a bien des chances que 6 mois après, il y a un autre employeur qui donne un autre 10 000 $ de plus pour aller le chercher parce qu'il est hot. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, sans dire qu'on ouvre la porte de l'actionnariat, c'est de réfléchir. Puis je pense que nos amis d'Effendi tantôt parlaient de paradigme puis de sortir un peu de la façon de faire habituelle qu'on a. Le salaire, c'est une chose, mais peut-il y avoir des incitatifs à attacher quelqu'un dans une entreprise, surtout si elle a un rôle clé? Surtout dans les débuts de l'entreprise. Quand on parle d'un employé qui va être un game changer, ben, c'est sûr que si on fait juste donner un petit nanan en salaire, lui, ce qu'il va dire, ben, c'est je vaux ça, puis je suis capable d'aller chercher ça quand je suis en situation de recherche d'un nouvel emploi et d'un nouveau défi. Donc, c'est une question de timing, de complémentarité. Il y a juste un point où je voudrais qu'on revienne dessus. Tu parlais justement d'actionnaires techno. Moi, je suis confrontée beaucoup à ça. Mes clients qui outsourcent à 100% l'aspect techno.
il y a une perte donc, de connaissances, une perte de savoir, une perte de métrique, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de cas vécus, puis peut-être pas nous donner des exemples, là, mais au moins nous parler de ton... Non, mais je vous dirais, il y a un grand concept qui est important à connaître. Je ne suis pas avocat, mais je commence à me débrouiller dans les notions légales des entreprises tech. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une notion au Canada qui existe de propriété intellectuelle sur ce qui est développé en technologie. Okay? Donc, si vous êtes une entreprise qui avait des employés sur son payroll, j'ai 10 employés, puis je développe un produit technologique, un logiciel, pour dire quelque chose. Je développe un logiciel, c'est mes employés à 100% qui le développent. Comme c'est des employés, il y a une cession automatique de la propriété intellectuelle qui se fait vers l'employeur. Donc, à partir du moment où j'ai un employé qui travaille sur une ligne de code, de par le fait qu'on a un contrat de travail ensemble et que c'est mon employé, je suis son employeur, il me cède la propriété intellectuelle. À partir du moment où est-ce que vous demandez à un sous-traitant, à un pigiste, à une entreprise externe de développer un bout de logiciel pour vous, la cession de propriété intellectuelle n'est pas automatique. En fait, au contraire, il faut la demander si on veut l'avoir. Parce que s'il n'y a aucun échange entre les deux, si l'entreprise qui sous-traite et l'entreprise qui donne la sous-traitance ne se sont pas entendus là-dessus, ben la personne, l'entité qui a développé le bout de logiciel qui lui a été confié est propriétaire de la propriété intellectuelle. Et ça, souvent, les entrepreneurs, pour aller plus vite, pour sauver des frais, pour accélérer le processus, ils vont skipper cette partie-là. Tu me parles de cas vécu, ben je ne peux pas nommer, mais j'ai vécu une situation exactement comme celle-là d'une entreprise qui, une fois rendu, développe un logiciel, commercialise, ça va bien, un gros joueur vient les voir, veut les acheter. Qu'est-ce qui arrive? Le gros joueur fait une due deal, une diligence accrue sur... c'est quoi due deal? Diligence. Vérification diligente, merci. Donc, vérification diligente sur l'entreprise, analyse justement les lignes de code, qui a participé à ça, les employés, etc. Ah, il y a 4% du projet qui a été développé par firme XYZ. Est-ce que je peux voir le contrat de cession de propriété intellectuelle? Il n'en a pas, mais d'après moi, il est à l'aise avec ça. Puis comme de fait, comme c'est des gros sous qui sont en jeu par l'entreprise qui veut vendre, l'acheteur, lui, dans le cadre de sa diligence, veut aller vérifier qu'effectivement, quand il va acheter 100% de la propriété intellectuelle. Ben oui. Absolument, exactement. Très, très bon point. Très bon point. Je ne veux pas vous perdre dans des notions juridiques, mais effectivement, c'est un super bon point. En gros, là, cette entreprise-là, ça fait avorter la vente pour 4% d'un produit qui avait été développé pour lequel il n'y avait pas eu de contrat de cession de prédéterminé à la base. Donc, je vous dirais, pour moi, ça fait partie... Tu sais, en technologie, on parle souvent d'agilité, puis à quel point il faut être réactif, il faut être instinctif, etc. Je suis super d'accord. Par contre, il y a une partie de planification et d'organisation de votre projet qui est super importante. Faites-vous accompagner, allez chercher des conseils, comprenez bien les impacts des décisions comme ça, parce que ça peut être, là on parle d'une vente de plusieurs millions qui a avorté pour une bêtise qui aurait pu être probablement préalablement très bien gérée. Donc voilà pour un petit cas vécu. Sinon, je vous dirais, deuxième point, dans la sous-traitance, je l'ai traité dans la complémentarité des actionnaire, mais je vous dirais, la nature humaine fait en sorte que si je suis une firme TI, j'ai un entrepreneur qui vient me voir et qui me dit voici ce que je veux que tu fasses pour moi, voilà un chèque de 20 000 $, peux-tu le faire? Il y a beaucoup d'entreprises par altruisme et bonté humaine qui, même si le projet s'en va dans le mur, vont peut-être le dire aux futurs clients, dire écoute, ton projet s'en va dans le mur, je te le ferai pas. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont le faire. Donc, ils vont prendre le 20 000 $. Un peu comme si je fais venir un plombier chez nous parce que je pense que ma plomberie est à refaire. Puis j'ai dit, garde, fais-moi là, je suis sûr qu'elle marche pas, puis je te paye. Il y a bien des plombiers qui vont prendre le chèque puis vont le faire, même si finalement, ça va être une petite réparation bien niaiseuse qui aurait été à faire. Fait que, d'où l'importance de la complémentarité puis d'avoir justement cette expertise-là à l'interne. Pour moi, c'est très important. On parle beaucoup d'actionnariat puis d'entrepreneurs. Les entrepreneurs des États-Unis disent des entrepreneurs canadiens, en fait, surtout des Québécois. Moi, c'est un Québécois qui m'a dit ça. Que les entrepreneurs au Québec, au Canada, sont des entrepreneurs à 3B. Alors, les 3B, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, les 3B? Ouais. C'est pas loin. J'avais jamais entendu, mais... Boobs Beach Boat. En tout cas. C'est le rêve du condo en Floride, je pense. C'est ça. Donc, en fait, moi, ça fait un peu plus de 9 ans que je suis là. Je me suis toujours posé la question si c'était un problème culturel, une mentalité du Québec par rapport aux entrepreneurs, avec le vécu qu'on connaît du Québec. Donc, est-ce qu'ils veulent être rois et non riches ou...
Très bonne question. En fait, la réponse est, je vous dirais, on parlait de compliqué et complexe. La réponse est complexe parce que pour moi, c'est d'ordre social et culturel. Culturellement, au Québec, on a peur du risque. Okay? C'est quelque chose qui est fondamental en nous. On a un État, un gouvernement qui a toujours beaucoup protégé le milieu des affaires. On parlait d'Uber tantôt, sans revenir sur toujours la même rengaine, mais tu sais, on a une industrie qui était hyper protégée au Québec, celle du taxi, puis ça a amené les débats de société qu'on a eu récemment. Donc, tu sais, pensez à la faillite. Tu sais, c'est quoi notre réflexe quand on voit un entrepreneur qui a fait faillite ou qui va peut-être faire faillite? C'est pas quelque chose qui sonne positif dans notre tête. Si vous allez en Californie, Silicon Valley, vous allez avoir un autre son de cloche. Parce que pour eux, la faillite, c'est un instrument d'apprentissage. Et un entrepreneur qui a fait faillite, c'est quelqu'un qui a des méchants bons outils dans sa boîte à outils. Ça, c'est aux États-Unis. Au Québec, on voit ça un peu comme... puis je vous dirais, cette culture-là ou ce mindset-là ben, influence beaucoup de choses. Ça influence nos institutions. Je travaille dans une institution financière, puis on se compare des fois aux institutions financières, comment les institutions financières ailleurs dans le monde travaillent. Et toute cette culture-là impacte beaucoup aussi comment une banque ou un institutionnel, un gouvernement peut accompagner une entreprise. Donc, c'est sûr que, je vous dirais, il y a probablement un travail un peu social, culturel à faire là-dessus, mais c'est issu de notre passé religieux au Québec, où la religion avait une grosse emprise, je pense, sur la vie des gens. Alors, tu sais, ça a un impact qui s'en va très, très loin. Le petit graphique qu'on a ici, en fait, ben, tu le disais, est-ce que les gens veulent être rois ou être riches? Ben, c'est souvent une question que je vais adresser à des entrepreneurs qui sont en début de projet. Tu sais, je dis, cette question-là, il faut que tu te la poses tout de suite. C'est pas quand quelqu'un va venir faire une proposition d'investissement dans ton entreprise qui va pouvoir la catapulter qu'il va falloir que tu te poses la question, est-ce que je suis prince d'un petit royaume est-ce que je suis prince d'un petit royaume qui vaut rien ou est-ce que je suis roi d'un petit royaume qui vaut rien ou je suis prince ou j'ai une petite partie d'un grand royaume qui vaut beaucoup. Puis ça remonte beaucoup, je vous dirais, à la personnalité de l'entrepreneur. Donc, tu sais, la capacité à travailler en équipe, l'aspect de vouloir tout garder pour lui ou d'être prêt à partager. Pour moi, c'est des choses... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous voyez que, tu sais... garder le contrôle de la compagnie puis de maximiser les gains potentiels en financement, quand on est à l'extrême des deux, c'est des exceptions. Je veux dire, ça arrive à peu près jamais qu'un entrepreneur seul va mener une entreprise milliardaire à terme. Là. Donc, tu sais, vous avez un chemin à faire, puis je pense que c'est important de se poser la question en début d'aventure. Là, on avait parlé aussi de la responsabilité des banques, puis l'aversion au risque. Ouais. Est-ce que tu peux... là, tu es très, très bien placé pour nous en parler. Donc là, je vais te laisser te dépatouiller avec ça. Oui. Je dirais, ben, tu sais, sans le ramener, là, je vous parlais tantôt de mes sources de financement. C'est sûr qu'à la base, il y a une différence entre une société qui fait de l'investissement en capital de risque puis une banque. Okay? La banque va aller chercher, puis je vous dirais après ça, il y a différents types de banques, les banques à charte, les banques commerciales, la BDC. Chacun a ses objectifs dans le marché. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une banque, ce qu'elle a à gérer, c'est un niveau de risque. Donc, tu sais, comme je vous disais, la culture québéco-canadienne a influencé la façon dont les banques travaillent avec les entreprises pour financer, pour prêter de l'argent. Et nous, comme banquiers, au jour le jour, on doit travailler avec ces paradigmes-là. Par contre, les choses sont en train de changer. On voit que, je vous dirais, le modèle américain de développement entrepreneurial commence à influencer nos institutions financières. On le voit, les institutions financières sont de plus en plus flexibles dans le marché. En technologie, peut-être moins, là. Mais on voit que les choses bougent tranquillement, pas vite. Mais gardez en tête que, tu sais, au-delà du fait que les institutions vont finir par probablement évoluer vers des nouveaux modèles, sortir de leur vieux paradigme, n'en demeure pas moins que les banques, en général, ne sont pas là pour prendre du risque. Elles sont là pour maximiser un investissement qu'elles vont faire sur un financement avec une entreprise. Puis j'aimerais ça qu'on aborde aussi l'aspect international. Moi, depuis qu'on a Capian, donc notre produit, je casse les oreilles de mon associé pour lui parler d'aspect international. Toujours voir plus loin, plus grand, parce qu'on sait que le marché du Québec est un marché très spécifique et quand même très petit. Ouais. Donc, je reprends mon point de l'ouverture de la journée. Je pense que c'est pour ça aussi que les Québécois sont très caméléons, justement, à pouvoir vendre partout puis se déplacer partout sur la planète. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce que tu penses des produits et services qui sont développés. Est-ce qu'ils doivent être développés d'abord pour un marché local ou directement pour un marché international? OK. La réponse, est-ce qu'ils doivent d'abord être développés pour un marché local ou pour un marché international? Pour moi, la réponse, c'est qu'ils doivent être ton marché de test
pour tes premiers pas en commercialisation, ça doit effectivement être ton marché local. Parce que c'est là où tu es le plus à l'aise, c'est là où tu connais les paramètres, c'est là où tu connais les inconnus, c'est là où tu es physiquement généralement aussi. Donc, je vous dirais que la réponse en 2 temps, c'est il faut d'abord réfléchir à un projet global. Est-ce que ça répond à une problématique globale? Puis le tester après ça localement. Une fois que vous avez fait votre test local, bien là, vous avez la démonstration que vous solutionnez une problématique. Une fois que cette problématique-là est solutionnée, bien là, on passe à une analyse plus macro et de dire, bien OK, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est l'Ontario? C'est-tu les États-Unis? C'est-tu l'Europe? Etc. Puis encore là, faites attention. Je vois beaucoup de gens qui ont un plan très découpé et très précis, mais avec très peu d'analyse de fait en arrière. Ah, je m'en vais aux États-Unis. Oui, mais les États-Unis, c'est 50 petits pays. Aller au New Hampshire, en Floride ou au Texas, c'est 3 approches complètement différentes. C'est des législations différentes. C'est un marché différent, des problématiques différentes. Donc, tu sais, encore une fois, je vous disais, c'est important d'être agile, mais c'est important, dans une expansion internationale, de bien planifier, de vous faire entourer, d'aller chercher des données concrètes sur pourquoi est-ce que je vais exploiter, pourquoi est-ce que je vais investir dans ce marché-là. Tu sais, maintenant, avec les engins de marketing digital, puis les Google AdWords de ce monde et compagnie, c'est facile, entre guillemets, de faire de la pub ciblée pour un marché qu'on veut aller conquérir. Mais c'est des gros sous qu'on peut mettre là-dedans et qu'on peut brûler très vite si on n'a pas fait une bonne analyse avant. Donc, oui, le marché local, oui, l'expansion internationale après, mais il y a une grosse partie qui se planifie, selon moi, en amont. Quelque chose à rajouter pour ta défense? Ben, écoute, je pense que je m'en suis bien tiré. Puis, pas mal, pas mal. Non, mais en fait, ça se voulait un échange plutôt cordial. Puis s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent pousser des choses plus loin, là, on est bien ouvert à vous entendre. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Monsieur. Moi, ce que je demande aux entrepreneurs, c'est la première chose que je veux comprendre, c'est la proposition de valeur qu'ils ont à démontrer à leur clientèle. Donc, quelle valeur t'amène à ton futur client? Qui est-il, ce client-là? Première chose. Donc là, comprendre le modèle d'affaires. Puis une fois que je comprends le modèle d'affaires, c'est de comprendre le modèle de revenu. Donc moi, des fois, il y a des gens justement qui ont un peu cette crainte-là. Ah, qu'est-ce que je dois préparer comme document? Réponds à ces 2 questions-là. C'est quoi ton modèle d'affaires? À qui tu parles? Qu'est-ce que ça vient solutionner comme problème? Le client, une fois qu'il adopte ton produit ou ton service, qu'est-ce que ça change dans sa vie? C'est quoi le pain ou la douleur que tu viens corriger chez lui? Puis après ça, comment tu fais de l'argent avec ça? Donc, chaque dollar que tu dépenses dans ton entreprise, qu'est-ce qu'elle va générer plus tard? Puis c'est pour ça que je vous disais, tu sais, dans la courbe de commercialisation d'une entreprise, bien, une banque comme la nôtre n'embarquera pas avant que vous ayez fait démontrer que vous avez un modèle de revenu qui fonctionne. Comment on démontre qu'un modèle de revenu fonctionne? C'est que vous avez pris de l'argent dans le portefeuille de votre client, puis vous l'avez mis dans le vôtre. Moi, à partir de ce moment-là, je n'ai pas besoin d'avoir 3-4 ans d'historique de revenus. Vous m'avez démontré que mois 1, vous avez été capable de démontrer que le modèle de revenu fonctionnait. Mois 2, ça l'augmentait un petit peu. Mois 3, ça l'augmentait encore un petit peu. Bien, pour moi, vous êtes rendu avec un modèle de revenu qui est crédible ou du moins auquel on peut associer des hypothèses crédibles. À ce moment-là, on est en business. Autre question, monsieur? Oui, très bonne question. Je ne voulais pas vous faire le pitch complet, mais en fait, BDC a 3 lignes d'affaires. Donc, on a du financement, division à laquelle j'appartiens. Donc, on fait des prêts selon un calendrier de remboursement préétabli, capital-intérêt, donc de la dette. On a une division capital de risque qui fait justement de l'investissement à la fois early stage puis aussi pour de la série A, de la série B dans des contextes de croissance. Mais oui, effectivement, quand je parlais de mes 3 colonnes, on est dans la colonne financement et dans la colonne investissement. D'ailleurs, BDC est le plus gros acteur dans le capital de risque au Canada. Donc, on va investir, on est l'organisme qui investit dans le plus qui investit le plus de dollars dans des entreprises en capitaux de risque. Donc, soit par des investissements directs. Donc, BDC va investir en équité dans une entreprise. On investit également dans des fonds d'investissement en capitaux de risque. Donc, pour donner un exemple, Real Venture a sur son board, qui est un fonds d'investissement en capital de risque à Montréal, a sur son board des VC qui appartiennent à BDC qui vont investir dans des projets. Donc, investissement direct ou indirect. Je vous dirais, le domaine de l'investissement en capital de risque, c'est un domaine qui est très déstructuré. Dans le sens que moi, en financement, on va avoir de la flexibilité, mais on a des paramètres relativement précis pour émettre une dette dans une entreprise. Le capital de risque, comme je le disais tantôt, c'est une notion d'intuition, de pif, puis je vous dirais, d'instinct de faire du profit. Donc, derrière la structure BDC Capital qui a des sous pour investir dans des business, c'est des individus
personnes morales qui prennent la décision de prendre le risque d'investir. Donc, tu sais, d'un individu à l'autre, le niveau de risque va dépendre. Il y a aussi le fait que l'entrepreneur qui pitch devant un VC, s'il y a devant lui un VC qui connaît son domaine d'affaires et que l'entrepreneur il est sharp, il y a des chances que la valorisation soit beaucoup plus élevée qu'un entrepreneur qui parle à un VC qui n'est pas dans le bon domaine d'affaires, mais qui va investir quand même. Donc, tu sais, on peut bouger dans la valorisation comme ça. Mais si je ramène à la notion de culture canadienne, québécoise, c'est vrai qu'on va, je dirais, de façon absolue, on va avoir une tendance à moins valoriser les entreprises rapidement que les Américains peuvent le faire. En gros. Je vous dirais, la BDC a le mandat. Tu sais, BDC, on est une société d'État qui appartient au gouvernement fédéral. On a un conseil d'administration qui est indépendant, on a une capacité d'agir de façon indépendante du gouvernement. Par contre, le positionnement qu'on doit avoir dans le marché, c'est d'être complémentaire aux autres acteurs financiers. Donc, pour nous, on voit ça comme une opportunité. Dans le sens que c'est un acteur de plus qui est en train de naître, qui va amener des nouveaux sous pour des projets entrepreneuriaux. Dans le fond, je pense que la direction de la banque, je parle en leur nom, là, mais voit ça plus comme une occasion de repositionner l'offre ou du moins de dire, bon, ben, OK, c'est une option de plus qui existe dans l'écosystème. Maintenant, à nous de voir comment ça peut se marier à notre offre de service. Au même titre que la FinTech. Il y a de plus en plus d'entreprises ou d'organisations qui proposent de faire des financements en ligne sans rencontrer personne. Ben, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Puis, je vous dirais, c'est juste une question d'adaptation et d'agilité dans le marché après. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci à vous.